Je passe aux boucles. Et je vais démarrer avec des choses que vous comprenez. On a 9 slides, pas plus. Je ne sais pas si vous le voyez en bas à droite. 9. La première chose, regardez ces deux programmes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ici? Ça va afficher combien d'étoiles? Le premier programme, tout compte fait. 5 fois 5? Oui. Oui. Print ln. 1, 2, 3, 4, 5. Il va faire un carré d'étoiles, si vous voulez. Le deuxième, il prend une variable i qui va faire la même chose parce que le println qui est le même que ici, il va s'exécuter une fois pour i égale 1. Après, avec i++, il passe à i égale 2. Il exécute pour i égale 3, 4 et 5. Ça donne la même chose. Mais si je veux faire un truc plusieurs fois, ça c'est la bonne syntaxe. D'accord, facile à retenir. C'est facile à retenir et je l'ai déjà évoqué avec vous. Si je suis dans un terminal, ça ressemble. Cette boucle, elle fonctionne sous Java, C, C++, C Sharp, Objective-C, n'importe quel langage dérivé du C on va produire. Dans le terminal, je peux écrire echo toto. Echo salut. Ici, je ne vais pas vous demander ça, mais sachez que ça existe. Si jamais vous voyez un truc comme ça, i égale 1, point virgule, i inférieur ou égal à 5, i++, il faut savoir que ça existe. Même moi, je ne me rappelle plus trop la syntaxe. Je pense que c'est comme ça. Echo, salut, done. Je peux me tromper, je ne suis pas un robot. Parce que la syntaxe elle est un peu délicate. Il faut double parenthèse. Et il faut point virgule ici, je pense. Ça, c'est, si vous voulez, le langage derrière le terminal, qui est capable de faire des boucles aussi. Il l'a fait 5 fois, vous comprenez. C'est comme... Une parenthèse, ça n'aurait pas marché. Pardon? Une parenthèse, ça n'aurait pas marché. Non. Donc du coup, vous pouvez exécuter une commande plusieurs fois dans ce terminal. Si cette commande sert par exemple à envoyer un mail, c'est possible. Vous envoyez 15 000 mails d'un seul coup si vous voulez. Si cette commande consiste à appeler Xice sur l'ordinateur du voisin, il va faire ça 15 000 fois, c'est le nombre qu'on lui donne ici. Et ça, c'est la structure la plus générale d'une boucle for. Regardez, quel est le résultat de ce code? Je ne sais pas si c'est utile de le taper, je peux le taper, mais que vous comprenez, vous démarrez de i égale 0. Oui, stricto jusqu'à 14. La dernière valeur acceptée de i, c'est celle qui respecte i inférieur à 15, d'accord? Et ici, il met une couleur i fois 20. Donc, au fur et à mesure que i augmente, oui, la couleur va augmenter. Et ça, c'est le taux de rouge. Donc, c'est un truc qui va devenir de plus en plus rouge. Et il va faire une ellipse d'une taille qui augmente et qui se déplace un peu. Vous voulez voir ça exécuté ou vous voyez l'idée? Ok, regardez le programme à gauche. Voilà, observez qu'on utilise plusieurs fois if et on travaille sur un tableau. Qu'est-ce qu'on fait ici? Tableau de 4 positions. Je mets dans le tableau la valeur 5 à la première position, la valeur 4 et ici 2 et 1. Donc ici j'ai le tableau 5, 4, c'est ça? Oui. Et l'indice 5 c'est l'indice 0, ça c'est ok, ça c'est l'indice 1, 2 et 3. Min égale tab de 0.
min égale 5. Donc ici, je me retrouve, si vous voulez, avec min égale 5. Après, j'exécute ce truc. Est-ce que table de i, c'est encore plus petit? Table de 1, 4. Table de 1, c'est 4. Il est encore plus petit, donc min devient 4. Je récupère. Pardon? On ne peut pas faire un déterminisme. Oui, on aurait pu calculer ça avec déterminisme. Mais l'avantage de cette méthode, vous allez l'avoir très bientôt. Avec déterminisme, vous vous rappelez, on faisait min des deux. Mais si j'avais 3 valeurs, ça aurait pu être plus compliqué à faire les deux. If min 2 inférieur à min 2, c'est 2. Donc je mets à jour. Min égale 2. If min 3, 1. Si j'ai 1 inférieur à 2, j'ai min égale 1. On aurait pu faire une boucle. Et on arrive. Donc on affiche min. J'ai récupéré la valeur minimale du tableau. Mais vous comprenez? J'ai fait une chose. J'ai fait une chose sur 1, la même chose sur 2 et la même chose sur 3. Donc je vais afficher à droite. Donc i égale, vous pouvez le voir comme ça. Pour i égale 1, je fais ça. Pour i égale 2, je fais ça. Pour i égale 3, je fais ça. Mais vous le voyez. Pour chaque i, on fait la même chose. Donc du coup, je peux écrire la chose comme ça. Jusqu'à min égale tab 0, c'est la même chose. Et ici, la boucle for qui s'exécute d'abord pour i égale 1. Donc d'abord, il va faire ça. Donc ça, c'est l'initialisation de la... J'aurais pu mettre int ici dans l'initialisation. Après, la dernière chose dans le for lui indique comment passer à l'itération d'après. Il démarre avec i égale 1. Pour passer à la prochaine valeur de i, il fait i++. Il passe à 2 et à 3 et ça tourne tant que la condition à l'intérieur est satisfaite. C'est la condition qui lui indique s'il peut continuer ou pas. Donc du coup, cette boucle-là va générer quelle valeur? I égale 1. I++ passe à 2. Condition vérifiée. I++ 3. Condition vérifiée. Je continue. I++. Condition non vérifiée. J'arrête la boucle. Donc il ne va pas faire ça pour i égale 4 parce que la condition n'est pas vérifiée. Mais il va la faire pour i égale 1, 2 et 3. Et ici, le même bloc que j'ai copié ici 3 fois. Et là, vous voyez l'avantage de cette méthode par rapport à detmintab ou d'autres méthodes qu'on a pu faire. Si au lieu de 4 cases, j'ai 1 million de cases, le code est le même, sauf cette valeur-là. Oui, ici, j'aurais pu mettre tab.length. Si vous avez un tableau, et si vous écrivez tab.length, ça vous donne le nombre de cases. Donc ça s'écrit L-E-N-G-T-H, le nombre de cases. Quelle que soit la taille du tableau. Donc ça permet de calculer le min. Des questions? Regardez un peu. Donc dans le for, il faut séparer par point virgule 3 choses. L'initialisation, la valeur de départ. Tout de suite après, c'est la condition que le for va interroger à chaque fois qu'il essaie de continuer. Il continue ici tant que i est inférieur strictement à 4. La dernière chose, c'est
On lui a dit comment passer d'une valeur à l'autre. I++, c'est une incrémentation. Donc là, si on arrive à I égale 4 dans le fort, il n'applique pas le I. Non. Il sort du fort. Faites attention avec ce genre de boucle quand même. Si je coupe I++ et je mets I, moi, il part de I égale 1. Il va faire l'infini. Oui, parce qu'il part de I égale 1. Est-ce que I est inférieur à 4, c'est vrai. I, moi, il passe à 0. Est-ce que 0 c'est inférieur à 4? S'il continue, il passe à moins 1. Est-ce que c'est inférieur à 4? Oui. À moins 2, à moins 3? Vous pouvez de temps en temps avoir besoin ici, vous pouvez écrire toute une... Techniquement, ici, on peut écrire des choses très très compliquées. On peut mettre même un if ici. Il l'accepte, mais ne faites pas ça. Mais vous pouvez écrire des choses, si vous mettez I égale I plus 2, quelles sont les valeurs qu'il va générer? I égale 1 et 3 et il s'arrête. Oui? On peut mettre un if à la fin ou même dans à l'intérieur du for, on peut mettre un if. Dans le milieu ou dans l'argument du milieu ou dans l'argument du... Dans l'argument à la place de I++. On peut mettre un if. Mais ça ne se fait pas. Parce que c'est impossible à lire. Donc la boucle for, elle est faite pour des boucles relativement, linéaires. On est fait pour parcourir quelque chose. Comment faire une implémentation avec if Je pourrais mettre un truc ici, je ne sais pas. Non, ce que j'aurais pu mettre à la place de I++, j'aurais pu mettre un truc. Je peux avoir une autre variable Z qui me dit si je veux incrémenter ou décrémenter. Donc j'aurais pu écrire ici à la place de I++, if Z supérieur à 0, I++, else I moins, truc comme ça, mais il me semble qu'il faut mettre tout le bloc entre accolades. Mais c'est une mauvaise idée. Et ici dans la condition, vous pouvez utiliser les opérateurs logiques de la conditionnelle if. Ici vous pouvez avoir à la place de I inférieur à 4, vous pouvez avoir entre parenthèses I inférieur à 4 et deux fois E commercial et je ne sais pas s'il y a une autre variable dans le programme, un truc comme ça. Ou bien ça c'est le père dans le fond. Oui, voilà, au milieu comme condition. C'est une double condition. Donc il faudra déclarer deux variables au départ. Ah non, Z ça peut être une variable globale. Dans le for I. J'aurais pu avoir ici, après I virgule Z. Oui, mais on n'aurait pas dû initialiser non. Z dans non, c'est pas une obligation. J'aurais pu mettre int I virgule Z égale 9. C'est une variable globale. Et la boucle continue tant que I est inférieur à 4 et Z est inférieur à 9. Si je pars avec Z égale 9 ici, il ne fait aucune itération parce que dès la première itération, Z inférieur à 9 ne passe pas. Ça, c'est le est logique. D'accord? Ce truc-là, c'est est logique. Mais si je mets, ça c'est 2 barres, ça c'est ou logique. Et dans ce cas-là, la chose passe du moment où j'ai ou. Donc l'avantage des boucles, c'est ce qu'on appelle le passage à l'échelle. À l'époque du Big Data, on peut imaginer travailler avec un tableau avec 1000 ou 15 millions de cases.
regardez, on a fait une allocation mémoire de 1000 cases. Cette boucle-là permet de parcourir les 1000 cases. Je pars avec 0 et je m'arrête à 999, la dernière case, et je mets. Donc ici, je fais un tableau dans lequel je mets quoi? 0, 1, 2, 3. Et ici, je fais le calcul de min, exactement comme tout à l'heure, sauf que le nombre de cases est 1000. Et ici, j'aurais pu mettre tab length. Donc ce truc, il affiche 0, la plus petite valeur que j'ai mis dans le tableau. Voilà, là on utilise une fonction dans une boucle dans une fonction. Cette fonction, elle s'appelle calcmin. Ne regardez pas encore le code. Elle doit renvoyer une valeur de quel type? Float. Qu'est-ce qu'elle reçoit comme argument T? Un tableau de float. Et qu'est-ce qu'elle fait? Min T égale 0, I égale 1, I inférieur à 1000. Un peu comme tout à l'heure, il calcule le min sur qui? Sur 1000 cases. Si jamais le tableau n'a pas 1000 cases, et j'appelle ça, il y aura une erreur. Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette op? Float tab, j'ai mis quand même 1000 cases. Et dans chaque case, j'ai mis un random. Float m, calcul min, la valeur m, elle est la valeur récupérée par Min. alors return min, d'accord. Et tab, il s'appelle t, et on affiche m. Je vous laisse regarder un peu ce que vous en pensez. Donc c'est une fonction qui calcule la valeur min dans le tableau si le tableau a 1000 cases. Admettons. Si vous remplacez le 1000 par t.length, il calcule la valeur min du tableau. Ok. Random, par définition, il renvoie un float. Oui. Si on veut des int, il faut mettre entre parenthèses. Oui, tout à fait. Et là, vous comprenez, random, c'est une fonction comme les autres. C'est une fonction qui reçoit un argument et qui me sort une valeur aléatoire. La tambouille interne, si je peux utiliser l'expression, qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur, ça ne m'intéresse pas. Mais à l'intérieur, si vous voulez tout savoir, c'est toujours des calculs mathématiques assez complexes pour générer des numéros aléatoires. En Java, si j'avais défini un tableau double, et si je mets random, ça passe aussi. Là, il y a une petite différence par rapport au Java. Random, comme ça n'existe pas sous Java. Non, il faut importer max, je crois. Oui. Sous Java, vous écrivez, pour sortir un truc aléatoire, par exemple de 0 à 10, dans la même valeur. Le problème, c'est que vous pouvez appeler math comme ça, math.random, mais ce truc ne reçoit pas d'argument. Et ce truc, il va sortir quelque chose de 0 à 1, c'est ça? Mais vous n'avez qu'à le multiplier par le truc que j'ai là, si vous voulez. Comme ça, vous l'avez sous Java. Et math.random, c'est toujours double. Oui, Ou flottant. double. Il y a cette différence. Lorsqu'on passe au Java, on peut utiliser des floats, mais par défaut, il est habitué à utiliser des doubles. C'est la même chose, double et float. Oui, double, c'est un peu plus efficace en termes de précision. Mais pour nous, c'est... Ça marche le double dans position? Non. Ok. Il reste 3 slides et après on va pouvoir taper ces programmes Processing ou Java
en fonction du temps qui reste. Je passe à la boucle while que vous avez déjà évoquée. Vous avez compris comment ça marche. Si vous tapez ça de 0 à 100, ça veut dire qu'il va faire le truc que vous tapez ici, le nombre de fois que vous avez mis ici, d'accord? La plus classique boucle while, donc c'est comme ça. Il faut utiliser une variable qui va déterminer la condition, parce que sinon la condition va être fixe. Je démarre avec un i égale 0. Faire quelque chose, qui peut être la même chose que ici, et je peux ajouter i plus plus ici, ou i égale i plus 1. Donc dans les deux cas, ces deux programmes, si c'est la seule ligne du while qui touche le i, la variable i, ce truc-là, il fait quelque chose ce nombre de fois, et celui-là, il le fait ce nombre de fois aussi, parce que comment il fait? Il démarre avec i égale 0, il se pose la question. 0 est-il plus petit que ça? Oui, il le fait. Juste avant de terminer le bloc de code conditionné par le while, il fait i plus plus ici. Est-ce que 1 est inférieur à ça? Oui. Il passe à 2 à 3. Pareil que le for si je l'ai fait comme ça. Sauf que le while, il est plus... Comment dire... il est plus souple comme ça. La boucle for, on l'utilise d'habitude pour parcourir un tableau ou une matrice. Très souvent, on utilise la boucle for pour parcourir des éléments l'un après l'autre. La boucle while, dans une boucle while, je peux avoir quelque chose comme, je sais pas, tant que je reçois rien via le réseau. Je peux avoir un truc comme ça. C'est pas. Okay. Ça, la grande différence. While, il est très très. Des questions? Donc là, pour simplifier les choses, on va comparer for avec while pour faire un truc. Donc for, vous avez trois choses. L'initialisation, la condition interrogée pour continuer, et l'incrémentation, okay, vous l'avez vu. While, dans while, on met que la condition. Donc, vous avez vu cette boucle for avec moi, d'accord? Et je l'écris la même avec while. Dans while, j'ai que la condition que je dois lui mettre, mais quelque part, l'initialisation et l'incrémentation doivent se faire quelque part. Donc, comment on va faire? Jusqu'ici, au début, c'est pareil. En fait, l'incrémentation, j'ai dû la faire. J'ai mis i égale 1 pour while. J'ai i égale... Et ici, je commence avec i égale 1. Dans le while, pareil, je commence avec i égale 1. On incrémente à l'intérieur. Finalement, l'incrémentation qui est faite ici par le for, elle est faite par le while ici. Si on veut faire que ça, si on veut que parcourir un tableau, on peut bien le faire avec for ou avec while. Mais d'habitude, c'est conseillé de le faire avec for parce que c'est plus carré. For, c'est pour des boucles plus simples, plus carrées. D'habitude, pour parcourir quelque chose. Alors que c'est plus naturel de mettre... je vous ai dit tout à l'heure que je peux mettre un if ici. Ça ne se fait pas. Si vous avez un truc où l'incrémentation i++ est conditionnée par un if, non. Utilisez un while et le if que vous auriez pu mettre ici, vous le mettez ici, dans le while, et tout le monde va comprendre. D'accord? Ok, donc voilà, on va faire un programme à la fin. Donc le while, c'est quoi? While condition, faire quelque chose. Je vais écrire une fonction qui trace des lignes pour suivre les coordonnées x0, y0, x1, y1, x2, y2. Vous allez voir, je vais écrire ça avec... comment on va faire?
Je reviens dans le slide 9.pde. Ok. Je veux une fonction qui reçoit x, y comme argument. Deux tableaux. Void, je renvoie de rien. J'appelle ça polygone parce que je vais tracer le polygone donné par les x et y. Float machin x, float y. Int nb point, c'est x point length qui doit être égal à y point length, mais on ne vérifie pas. For int i égale 0, i inférieur au nombre de points, i++, ça me permet de parcourir les x et y. Et ici, je peux faire line de qui? De x0 et y0, d'accord? Ah, i. C'est ça? Vers x, i. Et y, i plus 1. Et vous l'avez... Il y aura un problème. Ouais. Oui. La dernière, j'écris comme ça, dernière valeur légitime de i, c'est nb point, oui, moins 2. Parce que comme ça, il va relier le point d'indice nb point moins 2 au point d'indice nb point moins 1. Si je mets ici moins 1, la dernière valeur de i, ça va être moins 2. Void setup. Et voilà, je lui donne moi-même le float comme ça. Je lui donne pour faire un triangle au début. Je l'appelle pas x. Parce que x, je l'appelle comme x ici, ok? Je l'appelle, c'est pas la même chose. Je l'appelle xx. Pardon, size. N'oublions pas. Ici, je peux lui donner, je sais pas, des coordonnées. D'accord? Y. Et là, polygone de xx et yy. Les 3 points sont les mêmes, ouais. Je mets n'importe quoi par là. C'était les mêmes coordonnées x et y. Donc ça m'a fait une ligne. Là, il a fait 2. Pourquoi? Il est allé. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Pour i égale 0, il a relié point 0 du point 1. Donc ici, pour ce cas-là, j'avais nb point égale 3, d'accord? Pour i égale 1, il a relié point 1 du point 2. Pour i égale 2, il est sorti. À cause de la condition. Pour rajouter la ligne Qui relie le dernier élément au premier. x de i, x de i plus 1. Le nb point moins 1, c'est ça? Oui. Le dernier, je le relie au premier, comme ça. On aurait mis x de i, ça n'aurait pas marché. Non. Parce que i, c'est une variable locale au for. Parce que je l'ai déclaré ici. Dès qu'il sort de la boucle for, il n'y a plus de i.
on avait déclaré I avant. Là, il aurait pu marcher. Là, il m'a fait mon beau triangle. Là, si je... C'est bon, le triangle. Non, je vais voir le haut de la fonction. C'est bon? Voilà ce qu'on pourrait faire par la suite. Vous savez, je peux fusionner X pour modifier un peu les choses. Je peux fusionner X et XX et X et Y en un seul tableau. Donc, je l'appelle Z. Ou à la place de lui donner les valeurs comme ça, je lui donne le XY du premier point. 600, 300, vous suivez? XY du premier point. Après, XY du deuxième point. Et XY, pour que les choses soient plus claires, je mets comme ça. Et pour le troisième point, ici vous voyez ce que je veux faire avec Z. J'oublie polygone comme ça. Le dernier flot. Merci. On aurait pas pu mettre à l'intérieur, au lieu de 600, XX de 0. Oui, on aurait pu mettre. Oui. Mais là, ce que je veux faire, j'ajoute une deuxième méthode polygone. J'appelle void polygone un seul argument. Je l'appelle float. Et pourquoi c'est intéressant ça? On a toujours fait des boucles avec I++. Là, on va faire un truc. Je vais faire un truc pour les deux premières valeurs. Alors, après, je vais vouloir sauter 2 cases. À chaque fois, je dois sauter 2 cases. Comment je vais faire? Si vous voulez, je prends ça. Le nombre de points, c'est z.length. Et en plus, il y a un seul argument, mais le nombre de points, là, c'est pas z.length. Parce que z, pour moi, contient les coordonnées xy de chaque... Oui, c'est ça divisé par 2. Oui. Il y a 2 manières de résoudre ça. Soit, comme ça, on peut parcourir les points. Mais si on fait comme ça, regardez, je préfère ne pas le faire comme ça, parce que c'est trop compliqué. Les 2 premières cases, c'est XY du premier point. On doit relier, je préfère le faire comme ça. Ici, je mets z.length. Mais attendez. Au lieu de... Oui, c'est ça. J'ai un curseur, un indice I qui permet de parcourir Z. Et il va le parcourir I égale I plus 2. Pourquoi? Si je pars de ce tableau-là, je pars avec I égale 1. Et ça, c'est XY pour I égale 0. Après, je saute ici. I égale 2. Et j'ai les coordonnées XY du deuxième point. Et ici, je saute à I égale 4. Et j'ai les 2 coordonnées du troisième point. Et on va essayer de voir comment ça va se présenter. J'ai 6 cases. Il va générer I égale 0. Il va sauter à I égale 2, à I égale 4, et c'est tout. Qu'est-ce qu'il va faire au lieu de YI?
Oui, Z, j'ai ZI, Z de I Plus 1. plus 1, oui. Ici, Z de I plus 2 Et ZDI plus 3. et Z de I plus 3. C'est ça que je me demande à la fin. Et à la fin, Il va sortir pour le 4, par exemple. je pense que là, vous prenez Z.length moins 2, les deux dernières coordonnées, l'indice des deux dernières valeurs, c'est ici Z.length, c'est comme ça. Z0 et Z1. Ça c'est bon, mais je veux dire, quand c'est Inférieur à ZI plus Z.length, et on doit rajouter quelque chose, je pense. Comment vous dites, on fait d'abord, oui? quand c'est ZI plus 3, là par exemple, si I valait, je sais pas, 4, Ça va dépasser. 7, du coup ça sort du tableau. Le Z.length, il faut qu'on l'arrête plutôt. Tout à fait. Le Z.length, il faut là. Arrêter à moins 3. Oui. Moins 4, je pense. Moins 3, oui, pardon. Moins 3. Du coup ça nous ajoute Ouais, c'est un peu plus délicat à gérer la chose. On va tester pour être sûr quand même. Au lieu de polygone, j'aurai polygone un seul argument. Z. Z ici, oui. Z. Même moi, je suis pas trop sûr de moins 3, mais je pense que c'est bon. C'est bon. Je n'ai pas trouvé le X. Quelque part, je me suis servi de X ici. Vous voyez, l'avantage d'utiliser un autre nom de variable, il m'a prévenu. Alors que s'il y avait une variable X globale... Là, il y a le Y qui s'est remplacé sur la même ligne. Merci. Il a fait le même triangle, mais par une méthode complètement différente. C'est un peu plus facile là, parce que dans le peu de temps qu'il me reste, on veut une boucle while pour initialiser le tableau de float à 50 valeurs aléatoires, et après on applique la fonction sur ce random. Au moins, je n'ai pas à générer X et Y aléatoires, juste des valeurs Z aléatoires. Je peux dire float Z égale new float de 1000, admettons. Attention, le nombre de points sera 1000 par 2. On l'a discuté. Et dans ce beau ZZ, je mets des coordonnées aléatoires. Int I, tant que I est inférieur à ZZ.length. Il faut l'initialiser, je pense. Bien vu, 0. Tant que c'est inférieur à... Qu'est-ce que je fais? Je mets les accolades. ZZ de I égale random de 600 I++. J'aurais pu faire ça avec boucle for aussi. Et il est 20h et comme ça je finis les slides, vous avez vu. J'ai mis le point ici. Non, il n'y a pas question de triangle parce que même si je mets 4 valeurs, 4 valeurs, c'est 4 divisé par 2, ce que je voulais dire, 4 fois 2, ce que je voulais dire. Ouais, le problème c'est que mon polygone, dans sa manière de tracer les choses, il peut s'intersecter avec lui-même. Oui. Donc le nombre, en fonction de ce qu'il génère,
Des fois, c'est pas obligatoire. Si on veut un truc convexe. Voilà. Là, c'est bon. Oui, ça serait beaucoup plus compliqué. Mais il le relie point avec point après point avec point jusqu'à ce qu'il arrive au nombre de points que je lui ai donné. Et le nombre de triangles à l'intérieur, je sais plus. C'est n'importe quoi. Il saute dans tous les sens. Ah. Et encore une deuxième fois, j'ai dépassé le timing un peu. Désolé.